Bon, maintenant, je donne la parole à Monsieur Vincent Forest. Je vais me parler en français et merci de cette opportunité de présenter la situation des défenseurs des droits humains en RDC. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer le briefing paper, donc il n'a pas été distribué. Donc je vais essayer de compenser par une présentation courte de 5 minutes qui va vous dresser un portrait assez général de la situation sur place. Alors je parle en français aussi en partie parce que dans quelques jours s'ouvre le sommet de la francophonie à Kinshasa. Et ce sera une occasion pour nous de réitérer nos préoccupations par rapport à la situation des défenseurs dans ce pays. Alors j'aimerais faire quelques observations par rapport à cette situation qui pour nous est en fait caractérisée par une vulnérabilité grandissante pour les défenseurs, que ce soit à l'est du Congo, on vient d'en parler, mais aussi dans d'autres régions du pays. Alors tout d'abord, je voudrais parler des attaques physiques contre les défenseurs des droits humains. Évidemment, ces attaques ont lieu essentiellement, effectivement, à l'est de la RDC, mais pas uniquement. Et il faut se rendre compte que pour un défenseur des droits humains, travailler à l'est du pays dans des régions en partie contrôlées par des rebelles, il faut beaucoup de courage pour faire cela. Et je voudrais en particulier citer le cas des défenseuses des droits humains. Leur situation est particulièrement préoccupante. On dénombre de plus en plus de cas de femmes défenseuses violées, en particulier dans les régions rurales, éloignées des centres urbains, par exemple tout près de Fizi, dans le sud Kivu. Pourquoi ces défenseurs sont visés? Parce qu'ils sont devenus des témoins gênants des violations menées et perpétrées par ces groupes armés. Et parmi les cas les plus récents d'attaques physiques, il y a le cas de Charlotte Niabita, de la cellule de lutte contre l'impunité des violences sexuelles de l'organisation Renadef à Goma, qui a été attaquée à coups de poignard le 5 août dernier et laissée pour morte. Alors, de l'avis de plusieurs défenseurs avec lesquels nous avons développé des contacts, ces attaques physiques continuent, se poursuivent, en lien avec l'impunité dont bénéficient toujours les auteurs présumés. Il y a plus de 7 ans maintenant que le défenseur Pascal Kabungulu de l'ONG Héritier de la justice à Bukavu a été assassiné et son dossier judiciaire reste toujours bloqué. En juin 2007, c'était au tour de Serge Maïché, un journaliste de la radio Okapi, radio qui est sponsorisée par l'ONU, d'être assassiné. Plus récemment, et un cas encore plus connu, c'est le double assassinat de Floribert Chebeya et de son collègue Fidel Bazana de la Voix des Sans-Voix en juin 2010. Et ça ne s'est pas passé à l'est du Congo, ça s'est passé à Kinshasa. Alors bien sûr, il y a eu un procès en première instance, il y a eu une ouverture du procès en appel, mais des éléments importants de l'affaire, notamment liés à l'implication présumée du général John Numbi, n'ont pas été examinés. Je sais que la décision de la Haute Cour militaire a été reportée après le sommet de la francophonie à la fin du mois d'octobre. Et il faut se rendre compte aussi que cet assassinat, ce double assassinat, a ébranlé la communauté des défenseurs des droits humains en RDC. Ils se disent que si Floribert a pu être assassiné, personne n'est à l'abri. De plus, l'idée que les défenseurs étaient essentiellement à risque, en situation de risque à l'Est, a définitivement été battue en brèche ce jour-là. À côté des attaques physiques, les défenseurs reçoivent aussi beaucoup de menaces de mort, souvent de la part des groupes armés rebelles tels que le M23, les milices Mamaï, les FDLR. Ces menaces font que les défenseurs sont obligés soit d'arrêter de travailler comme défenseurs, ou alors de vivre en clandestinité, certains pendant plusieurs mois sans aucun contact avec leurs proches, ou alors ils doivent fuir vers d'autres régions du pays, ou tout simplement s'exiler. Il y a aussi des attaques nocturnes contre les domiciles des défenseurs, et ceux qui opèrent ces attaques sont parfois armés, et les cas où les forces de sécurité interviennent pour porter secours à ces défenseurs sont très peu nombreux. D'autant moins nombreux que ces mêmes forces de sécurité, en premier lieu l'ANR, donc l'Agence nationale de renseignement, et la police, sont parmi les premiers agresseurs des défenseurs. Agressions qui s'accompagnent souvent de confiscation de documents, d'ordinateurs de téléphone, qui sont des outils de travail très importants pour les défenseurs. Et ces agressions, manifestement, visent à intimider les défenseurs et à les dissuader de poursuivre leur travail légitime de documentation des violations. C'est d'ailleurs le même genre d'agression dont sont victimes certains journalistes dont le travail est assez spécifique, abordant des sujets sensibles ayant trait aux droits humains. Donc à côté des attaques physiques,
À côté des menaces de mort, à côté des attaques nocturnes contre les domiciles, il y a aussi d'autres formes de harcèlement récemment observées en République démocratique du Congo. Je vais en citer 5. La surveillance des mouvements et des communications des défenseurs, des appels téléphoniques, des messages menaçants et parfois anonymes. Troisièmement, des arrestations arbitraires suivies d'interrogatoires musclés par les services de renseignement et de sécurité que je l'ai nommés. De fausses accusations indiquant que les défenseurs seraient des complices de certains groupes armés. Et enfin, parmi d'autres, le harcèlement des groupes proches des défenseurs et en particulier des membres de leur famille. Mais à côté de ces différents éléments, il y a aussi des facteurs qui sont davantage liés aux défenseurs eux-mêmes. D'abord, le manque de confiance, et on peut les comprendre, des défenseurs vis-à-vis des autorités locales et nationales, qui devraient, théoriquement, assurer la protection. Et ce manque de confiance, évidemment, est lié au fait que, comme je l'ai dit, ces mêmes autorités sont à l'origine de la plupart des attaques et du harcèlement à l'encontre des défenseurs. Aussi, la difficulté d'accès aux structures et aux services d'appui en cas de menace, y compris au service de la MONUSCO. Et enfin, il faut bien le dire, l'inexpérience de certains défenseurs quant à la gestion des risques, ce à quoi mon organisation Frontline Defenders s'attelle à remédier par des formations spécifiques. Donc, nous donnons des formations à la sécurité personnelle et organisationnelle, mais aussi à la sécurité digitale, puisque leurs communications sont de plus en plus contrôlées. Voilà, je termine ici, en 5 minutes, un portrait assez général de la situation des défenseurs. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles.